CNN l'a rapporté. Il est dit que le président des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kane, a confié en privé à d'autres hauts conseillers de Trump que Washington devait trouver une porte de sortie de la guerre en Iran. Il mentionne aussi que les options d'escalade militaire actuellement envisagées pourraient se retourner contre eux et que la puissance aérienne, à elle seule, a peu de chances d'atteindre les objectifs affichés par Trump. Et puis, il y a la situation dans laquelle il se trouve. Il l'avait déjà dit lors de réunions du Pentagone, avant la guerre, vous savez. Il l'avait dit auparavant, Larry. Vous vous en souvenez, avant que la guerre n'éclate. Il avait dit que ça n'allait pas marcher, parce qu'il savait que cela allait reposer sur le bombardement aérien de l'Iran en tant que pays, et qu'il serait difficile de vaincre l'Iran. Et maintenant, il en reparle. Il semble que ce soit quelque chose de privé. Je ne sais pas comment CNN y a eu accès, mais c'est important en ce moment. Il en parle de nouveau. Eh bien, soit il en parle lui-même, soit des gens qui travaillent pour lui en parlent. Et chaque fois que ce genre d'informations fuite, ça montre qu'il y a de sérieux désaccords au sein de l'administration. Certains sous Trump plaident pour un retour aux frappes militaires. Et il y a certains signes. Vous savez, j'ai indiqué hier soir que pour l'instant, il semblait que des sections clés du CENTCOM, notamment la section du renseignement, s'étaient mises en retrait. Eh bien, maintenant, elles se remettent en activité. Donc, je pense que l'impression grandit que les États-Unis pourraient reprendre les attaques contre l'Iran lundi ou mardi prochain. Quel est donc l'objectif d'attaquer l'Iran? Continuer simplement cette escalade de représailles. Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui leur permet de se sentir mieux? Je veux dire, ça ne va rien accomplir, ni d'un point de vue stratégique, ni même tactique. Mais ça, maintenant, ça n'a plus d'importance. Il s'agit de montrer qu'on est dur, vous voyez. Et c'est vraiment absurde. Mais vous savez, on dirait que ceux qui préconisent davantage d'actions militaires sont en train de l'emporter. Trump commence à les écouter. Il ignore Kane. Kane et les commandants ont dit que ça ne marcherait pas. Vous allez manquer de missiles et vous allez nous affaiblir. Et Trump ignore ça. Que pensez-vous de ce qui s'est passé au Pentagone? Pete Hegseth rejette toute la faute sur sa secrétaire. Le secrétaire adjoint, Feinberg. J'ai dit oui. Voilà le chrétien qui rejette la faute sur le juif. Feinberg est juif. Alors, c'est pas moi qui suis responsable, c'est lui. Vous voyez, ce genre de bouc émissaire, c'est juste. Feinberg n'est pas responsable. En réalité, Feinberg n'a pas fait ça, et Hegseth non plus. C'était intégré au système. Ils ont tout simplement pas pris le temps de s'asseoir, d'examiner les données réelles, puis de prévoir combien allaient être utilisées. Et ensuite de revenir en disant « on n'en a pas assez ». Notre production n'augmente pas. C'est pas comme s'ils avaient délibérément choisi de produire moins. Ces budgets sont en place depuis des années. Je veux dire, par exemple, le PAC 3, ils ont commencé à le produire en 2015, il y a 11 ans. Donc ils ont un problème, ils ont épuisé toutes ces armes importantes. Et les reproduire est impossible. Ils ne peuvent pas les remplacer parce qu'ils dépendent des terres rares chinoises. Et les Chinois disent « non, on ne vous les donne pas ». C'est très intéressant, Larry, parce que dans tous les reportages que j'ai vus jusqu'ici, de l'Associated Press, de CNN, de tous ces médias traditionnels, ils ne mentionnent pas la dépendance des États-Unis aux terres rares chinoises. Personne ne met cet argument en avant pour dire à quel point c'est important. Et même le nouveau reportage de l'Associated Press dit que l'armée américaine ouvre ses terrains d'essai militaires à des entreprises privées de défense qui développent des missiles, des drones, des munitions et d'autres armes, afin d'accélérer les essais. Et il n'y a rien là-dedans sur la Chine, ni sur l'importance de la Chine dans la production de nouvelles armes.
Non, je sais. C'est justement ce que je dis. Tout ce qu'on a à faire, c'est affecter davantage d'argent ou augmenter la marge bénéficiaire de ces gens du complexe militaro-industriel. Non, ça ne suffira pas. Ils ne comprennent pas, ça ne résoudra pas le problème. Alors ils vont l'apprendre à leurs dépens, à force de continuer à pousser ces attaques, jusqu'à ce qu'ils finissent par manquer d'argent, ou plus exactement de terres rares, je suppose. Larry, comment voyez-vous le rôle de l'économie japonaise face à la pression qu'elle subit actuellement à Washington? Eh bien, je veux dire, c'est un problème pour eux. Absolument. Ils ont dû intervenir, Besant l'a fait, parce que sans intervention, les Japonais qui détiennent tous ces titres du Trésor américain auraient commencé à les vendre. Cela aurait alors inondé le marché. Il y aurait eu trop de bons du Trésor américain en circulation, leur prix aurait chuté, et cela aurait voulu dire que les États-Unis paieraient beaucoup plus cher leurs importations. Et la solution de Besant, ça a été en gros de saboter les Européens. Ils se sont fait piéger. Aujourd'hui, nous avons eu une déclaration de la sécurité nationale iranienne, Larry, il y a seulement quelques heures. Ils ont dit que concernant l'ouverture du détroit d'Ormuz, tout d'abord, les États-Unis devaient changer. À mon avis, ils parlent de Donald Trump lui-même, qui doit changer son langage, sa manière d'insulter le peuple iranien. Ils ont dit que c'était la première condition. La deuxième concerne l'agression contre. Dans le deuxième point, ou le deuxième paragraphe, si l'on peut dire, ils ont déclaré « Mettez fin à la guerre et à l'agression contre l'Iran et ses alliés ». Ils parlent du Liban, de la Palestine, du Yémen et de l'Irak, de façon permanente. Ce sont les conditions iraniennes posées par le Conseil suprême de la sécurité nationale iranien pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Ils parlent du blocus, des avoirs iraniens gelés et des sanctions. En gros, ils disent que les gens qui sont dans la rue, dans toutes les villes d'Iran, réclament cela. Nous ne pouvons pas reculer. Et il a dit, nous allons y parvenir par la guerre, en utilisant la guerre, ou par la négociation. Ils ne ferment pas la porte aux négociations. Ils disent, nous allons chercher à obtenir cela par la négociation ou par la guerre, mais nous allons tout obtenir. C'est cet état d'esprit que, selon moi, Donald Trump n'est pas disposé à comprendre. Vous savez, à ne serait-ce que comprendre la position dans laquelle se trouvent les Iraniens en ce moment. Oui, non. Vous attendez de l'empathie de sa part. Ne retenez pas votre souffle. Non, ça n'arrivera pas. Vous savez, Trump évolue dans son petit monde à lui. Il est le centre de son monde, de son univers. Et son absence totale d'empathie envers les gens qui l'attaquent, les pays, les souffrances humaines causées par ses politiques. Certains diraient que c'est un nouvel indicateur médical montrant qu'il souffre d'un déclin mental. Bon, je ne suis pas médecin, mais je ne fais que répéter. Je l'ai entendu de la part de professionnels de santé, et ça paraît plausible. Larry, quelle est la situation en Israël pour la plupart des gens? Aujourd'hui, nous avons eu 2 attaques contre 2 navires. L'un d'eux appartenait aux Émirats arabes unis et a été attaqué. C'est le 4e pétrolier émirati. Vous savez, le 4e de leurs pétroliers à être attaqué par les Iraniens. Et le détroit est fermé. Les Émirats arabes unis ont annoncé que l'un de leurs navires avait été pris pour cible alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz. Ils ne nient pas ce qui se passait. Ils disent simplement qu'ils tentaient de franchir une sorte de blocus iranien et que c'est pour cela qu'ils ont été attaqués. Et vous voyez l'Arabie saoudite condamner l'Iran. Je dirais que le ton était tellement
Ils disent « Nous condamnons avec la plus grande fermeté la prise pour cible de ce pétrolier, le pétrolier émirati, et nous tenons l'Iran pour responsable. » Qu'est-ce qu'ils vont faire à ce sujet? Je veux dire, les Saoudiens qui jouent les gros bras, ils vont se faire laminer, voilà ce qui va se passer. Même s'ils ont signé cet accord avec la Turquie et le Pakistan, s'ils s'en servent comme prétexte pour attaquer un autre pays musulman, ça va créer de vrais problèmes dans toute la région. Et donc, vous savez, ce que les Saoudiens doivent faire, c'est fermer leur putain de bouche. Larry, pensez-vous que, allons-nous, vous avez dit que Donald Trump pourrait attaquer l'Iran lundi. Est-ce que ça va? Eh bien, je pense que vous savez, maintenant que les Saoudiens se sont exprimés ainsi, avec cette attaque verbale contre l'Iran, je pense qu'ils ont choisi leur camp. Ils misent sur les États-Unis et ils vont découvrir que c'était un très mauvais pari. Ils parient que les États-Unis les soutiendront. Ils vont découvrir que les États-Unis sont en difficulté. Et vous savez, je pense qu'en Iran, un responsable politique a eu une réaction très négative à cet accord de la Mecque, signé par la Turquie, le Pakistan et l'Arabie saoudite. Le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, s'est exprimé. Il a tenu des propos plutôt positifs. Il a dit que c'était un pas en avant, des nations musulmanes travaillant à protéger des nations musulmanes. Mais alors, à partir de cette déclaration de l'Arabie saoudite, enfin, regardez, les Émirats arabes unis ont tellement la tête dans le cul d'Israël qu'ils en ont un collier marron autour du cou. C'est pas une nation arabe musulmane, c'est un larbin. C'est une pute d'Israël et des États-Unis. Et vous savez, ils ont essayé de jouer sur les deux tableaux. Je pense que l'Iran a été clair. Si les États-Unis l'attaquent de nouveau, et je pense que ce que les Saoudiens viennent de dire, ainsi que leur condamnation, les place en tête de la liste des cibles. Détruisez leurs centrales électriques, détruisez leurs usines de dessalement, et ils verront alors qu'ils auront du mal à survivre sous leur forme actuelle. Supposons que la reprise de la guerre ramène des missiles iraniens en Arabie saoudite et des missiles yéménites en Arabie saoudite. Comment cela va-t-il fonctionner pour la Turquie et le Pakistan? Vont-ils faire partie de la guerre? Vont-ils l'envisager? Non, non. Je veux dire, regardez, ils ont signé cet accord. Oh, une attaque contre vous sera une attaque contre nous tous. Oui, bien sûr. Le Pakistan a donc signé cet accord précis sur une base bilatérale avec l'Arabie saoudite en septembre dernier. Puis les Houthis ont attaqué l'Arabie saoudite. Et qu'a fait le Pakistan? Rien. Oui, 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 oui. Des paroles, des paroles, des paroles, ils ne font pas grand-chose. L'autre point, Larry, c'est la poursuite de la guerre. Aujourd'hui, j'ai demandé au professeur Miranda si l'Iran coopérerait avec le Yémen concernant le détroit d'Ormuz, avec les Houthis. Nous savons que ces deux parties travaillent ensemble. Ensemble, elles font pression sur l'Arabie saoudite. Si l'Iran décide de bloquer le détroit d'Ormuz, cela signifie que la pression que les Yéménites essayent d'exercer sur l'Arabie saoudite sera, d'une certaine manière, relâchée. Parce que si l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, ils vont exporter leur pétrole par le détroit. Et il a dit qu'il y avait une coopération entre les deux parties. Pensez-vous qu'à un certain moment, cela a été mentionné dans cette déclaration de la sécurité nationale suprême iranienne? S'ils décident de faire quelque chose, ils doivent, à mon avis, lever le siège du Yémen. Quelle est votre compréhension de cela? Expliquez ce que vous voulez dire par là. Que les Saoudiens doivent lever le siège.
comment les Saoudiens s'y prendraient-ils? Parce que je parle des États-Unis. Si les États-Unis, supposons-le, décident de rouvrir le détroit d'Ormuz, sans le blocus ou quoi que ce soit qu'ils essaient de faire, s'ils le font, alors ce blocus yéménite contre l'Arabie saoudite ne signifie pas grand-chose. Les États-Unis ne peuvent pas rouvrir le détroit d'Ormuz. D'accord? Donc ce que vous avancez, autant dire que Donald Trump va descendre la 5e avenue à New York, nu, sur une licorne. Ça n'arrivera pas. Les États-Unis peuvent donc se donner des grands airs tant qu'ils veulent, mais ils ne sont pas prêts à accepter le coût militaire que cela impliquerait s'ils allaient de l'avant avec cette attaque. Est-ce que cela signifie que, s'il se passe quelque chose, supposons, soyons 100% optimistes sur ce qui se passe, si quelque chose de positif arrive, est-ce que ce sera sur les deux fronts? Cela voudrait dire qu'il n'y aurait pas de siège du Yémen, que le blocus contre l'Arabie saoudite serait levé, qu'il n'y aurait plus de blocus dans le golfe Persique, que l'Iran ouvrirait, d'une manière ou d'une autre, le détroit d'Ormuz. Je parle d'être totalement positif. Avec trismo to edge buffer. This Je voulais que vous expliquiez quelle est votre compréhension des deux parties, du côté des Iraniens comme des Yéménites. Car si l'une des parties décide de modifier sa politique concernant le blocus, cela signifie qu'elle porte préjudice à l'autre partie. D'accord, je ne suis pas votre logique là, mec, donc il faut m'expliquer. Vous dites que si les Houthis décident d'arrêter de bloquer les pétroliers saoudiens et tout le reste, ça nuirait à l'Iran? Pas tant que ça, mais ils vont être touchés si l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz. Eh bien, l'Iran ne va pas. Qu'est-ce que vous entendez par ouvrir le détroit d'Ormuz? Vous voulez dire laisser passer n'importe quel navire sans payer de droit de passage et sans respecter le protocole? Non, en payant un péage, avec tout ce que cela implique. Avec le nouveau mécanisme, ils ouvrent le détroit d'Ormuz. Et supposons que Donald Trump accepte tout cela. Cela va nuire à la position des Yéménites. En quoi cela nuirait-il aux Yéménites? Parce que l'ouverture du détroit d'Ormuz ferait que l'Arabie saoudite ne subirait pas autant de pression sur ses exportations. Vous savez, sur la façon dont elle exporte son pétrole et ses autres produits. Ils pourraient faire valoir qu'ils ne veulent pas payer ces frais. Ils pourraient les trouver trop élevés et dire « Nous allons continuer à utiliser Yanbu et la mer Rouge ». Dans ce cas, ils doivent assumer le coût de la menace des Houthis. Maintenant, si les Saoudiens voulaient jouer ce jeu-là, ils diraient « Nous allons nous réconcilier, régler les choses avec les Houthis pour qu'ils n'entravent pas nos expéditions depuis la mer Rouge. Et ensuite, nous allons nous opposer à l'Iran qui essaie de nous faire payer des frais pour passer par le détroit d'Ormuz. Dans ce cas, ce seraient les Yéménites qui bénéficieraient d'un accord, mais ils ne seraient pas menacés. Et cela pourrait donner un peu plus de marge de manœuvre à l'Arabie saoudite. Est-ce que ça a du sens? Oui, ça a tout à fait du sens. Mais combien de temps l'Arabie saoudite pourra-t-elle continuer ainsi, avec le problème auquel elle est confrontée en ce moment? D'un côté, on voit qu'ils essayent de résoudre le problème militaire, je suppose. Parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé avec Morandi. Il dit que l'objectif principal serait peut-être le Yémen, et je ne sais pas comment ils vont forcer le Yémen. Stop. L'objectif principal pour qui? Du pacte militaire. Du pacte militaire entre l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan.
Oui, encore une fois, le Pakistan a déjà conclu un pacte de défense avec l'Arabie saoudite. Qu'est-ce qu'ils attendent? Oui. Alors, pourquoi pensez-vous qu'ils ont organisé la cérémonie de signature à la Mecque plutôt qu'à Riyad? Cérémonie de signature, quoi. Ils ont organisé la cérémonie de signature pour les trois pays, le Pakistan, la Turquie et l'Arabie saoudite. Ils ont tenu la cérémonie de signature de ce pacte de défense, comme ils l'appellent, à la Mecque. Ils ne l'ont pas organisé à Riyad. Oui, Vous pensez que c'est important? je pense que c'est très important. Pourquoi? Pourquoi? À cause de la Mecque. La Mecque, c'est quelque chose de très symbolique pour tous les musulmans du monde entier. D'accord, et je suis d'accord. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous savez, j'utilise ici la méthode socratique d'enseignement. Au lieu de vous le dire, je vous pose des questions pour que vous arriviez vous-même à dire « Oui, c'est ce que je crois ». Oui, à y réfléchir. Je pense que c'était un acte symbolique. Et ces trois pays n'ont pas décidé de faire ça la semaine dernière, ni il y a 2 semaines. Si vous vous en souvenez, quand ils ont tenu leur première réunion en Suisse, en juin, il y a eu une autre réunion présidée par les Pakistanais. Leur ministre des Affaires étrangères, le ministre pakistanais des Affaires étrangères, était en Égypte. Il rencontrait les Turcs, les Saoudiens et les Égyptiens. Et ça remonte à avril, à la fin avril, quand Araghchi a rendu visite à Poutine à Moscou. Poutine est sorti de cette réunion en disant « Hey, nous voilà une nouvelle architecture pour la sécurité pour le Golfe Persique. » Et une semaine plus tard, Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, après avoir de nouveau rencontré Araghchi, a dit la même chose. Il est donc possible que ce que nous avons vu, cet accord, visait en réalité l'unité musulmane contre Israël et non contre l'Iran. Et un élément qui va dans ce sens, c'est que lorsque le Yémen a attaqué l'Arabie saoudite, malgré un accord ferme entre les Saoudiens et les Pakistanais, selon lequel, si vous êtes attaqués, nous viendrons vous aider. Eh bien, alors ils ont été attaqués. Où était le Pakistan? Il est resté chez lui. Il n'a rien fait. C'est pour ça que je dis qu'il faut examiner tout ça. Vous savez, je ne suis pas sûr de savoir exactement ce qui se passe. Mais je peux vous dire que selon moi, cette triade, appelons-la le pacte à 3, vise Israël et non l'Iran ou le Yémen.